tu fais comment? Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette première soirée rencontre interpromo. Donc si nous sommes ici, c'est pour tous nous rencontrer évidemment. Donc je tiens particulièrement à vous remercier vous d'avoir fait l'effort de venir, tant les professionnels que les étudiants. Merci également aux 2IS et à Madame Moreau et Monsieur Stéphane Blanchard pour avoir aidé à tout ce qui était organisation. Merci aux 3 intervenants qui vont prendre la parole juste après moi. Donc on a ici Madame Dupuis, ensuite Monsieur Stéphane Blanchard, j'allais l'oublier. C'est la première fois. Ça y est, c'est pas resté. Donc juste avant, je vais faire un petit point sur l'association. Encore. Ah, donc l'ADIS, l'Association Amiénoise d'étudiants en ingénierie de la santé, a été créée l'an dernier, donc le 27/10/2015. Cette association a 2 axes principaux, tout ce qui est d'abord professionnel et étudiant, avec ce genre de rencontre, ce qui permet de lier d'avoir un contact entre le monde étudiant et le monde professionnel. On a aussi mis en place, plus pour les étudiants, avec l'aide de l'UPJV et du 2IS, un tutorat. Et on a, comme toute association, un petit peu d'événementiel, donc des petites soirées qu'on peut faire, et tout ce qui est aussi vente de crêpes au profit d'actes tels que Solimeda, Téléthon, etc. C'est vrai. C'est beau, hein, plutôt. Donc je vais laisser la parole à Madame Dupuis-Anclin. Ah oui, non, oui, si, je vous présente Donc je vous présente, pour les gens qui ne me connaissent pas, Angèle, c'est la secrétaire de l'ADIS. Donc si vous avez des petites questions au niveau administratif, n'hésitez pas, elle est super bonne au niveau. Après, on a notre responsable du tutorat, celle qui l'a mis en place l'an dernier, Aurélia. Ensuite, on a Blanche. Merci. Ensuite, on a Blanche, notre trésorière, et à ma droite, Maëva, la vice-présidente. Et évidemment, mascotte. Et après, on a juste en plus là, donc surtout si vous avez des questions par rapport à l'association, n'hésitez pas à les choper dans les couloirs, ils sont là pour ça. Gentiment. Donc ici, on a Maxime en LDPH et Arnaud en LPSSI. Donc maintenant, je vais vraiment laisser la parole. Je demanderai à tous les anciens étudiants de DSIS de venir me voir afin que je prenne vos coordonnées et quelques petites informations sur vos formations passées. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, je donne réellement la parole à Madame Dupuis-Anclin. Donc, on m'a demandé de vous parler de formation et professionnelle. Donc, je vais vous expliquer globalement comment, en partant de mon bac, en 1974, je suis arrivée à ce niveau de responsabilité professionnelle. Donc, en 1974, je suis partie sur un premier niveau de formation qui est au niveau de la faculté de Lille, ce qu'on appelait la CATO, en institut de formation. Puis ensuite, donc, en 1977, avec ce diplôme de master kinésithérapeute, je suis arrivée au CHU d'Amiens, où j'ai été affectée au service de monsieur le professeur Loach. Je ne sais pas si pour certains ça dit quelque chose, c'était quand même quelqu'un de très connu au niveau de la faculté, et c'est lui qui a mis en place la rééducation au CHU d'Amiens. C'est lui aussi qui m'a poussé à faire l'école des cadres en 81, donc à Bois-Laris, une formation des cadres à l'époque où nous étions des moniteurs cadres. Et ensuite, de retour sur le CHU, j'ai assuré dans un premier temps l'encadrement des étudiants sur terrain de stage, et pendant 5 ans, j'étais mi-temps sur le terrain de stage le matin avec les étudiants de l'école d'Amiens qui avait ouvert en 82, et mi-temps enseignant l'après-midi sur les catégories en orthopédie, de traumatologie des membres et orthopédie infantile. Et finalement, c'est en 90 en fait que ma profession a pris un virage, et du versus soignant, je suis
passer plutôt sur le versus management, et ceci au bénéfice d'une vacance de poste, puisque ce qu'on appelait la surveillante chef à l'époque de rééducation avait souhaité s'orienter vers l'école de la santé. Et donc, une fois de plus, M. Laune m'a poussé à prendre ce poste. Et donc, en 90, j'ai passé le concours de cadre supérieur de santé et rééducation, avec une augmentation, entre guillemets, du niveau de responsabilité, puisque les deux secteurs de rééducation du CHU ont été regroupés. Et d'autre part, 90, c'est aussi un tournant au niveau hospitalier avec la réforme hospitalière qui rend obligatoire la notion de projet d'établissement dans les établissements de santé. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été intégrée à l'équipe de ce qu'on a appelé les facilitateurs du projet d'établissement pour manager les projets de services de soins, des projets de démarche qualité. Et cette nouvelle façon de manager des actions m'a progressivement permis d'intégrer des groupes beaucoup plus larges au niveau par exemple de l'agence régionale d'hospitalisation. Et en particulier, en 1999, cette agence a lancé un appel à projet pour créer un centre de rééducation dans le bassin amiénois pour répondre aux besoins de santé. Et le CHU m'a missionné en tant qu'expert pour accompagner ce projet. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard sur une autre diapo. Et c'est donc dans ce contexte, après avoir accompagné ce projet, qu'en 2006, on m'a demandé de prendre la coordination de cette structure qui est ce qu'on appelle le CRF des Trois-Vallées à Cordoue. Et puis, dans cette structure, parallèlement, donc, non seulement on accueille bien sûr des étudiants kinés, ergo, psychologues, mais parallèlement, l'Institut de formation de kiné d'Amiens a évolué vers le système LMD. C'est-à-dire que potentiellement, j'étais susceptible de recevoir sur Corbie des étudiants en master. Et je n'imaginais pas un seul instant accueillir des masters en stage sans avoir fait moi-même le master. Intellectuellement, je trouve que c'est malhonnête. Ce qui fait qu'à 56 ans, je me suis inscrite à l'UPJV pour suivre le master. Et donc, voilà, maintenant, je peux avoir la prétention d'accueillir des masters 2 en stage à Cordoue. Alors ça ne s'arrête pas là, on est en 2016. Actuellement, je travaille sur la création d'une unité de rééducation respiratoire sur la clinique Cochet, un centre de réhabilitation respiratoire. Si vous connaissez des APOC qui s'intéressent à ça, je cherche un poste à pourvoir pour l'année prochaine. Et puis j'ai mis un point d'interrogation, parce qu'en fait, une carrière, ça ne s'arrête jamais, même si à un moment donné, il faudra bien que je prenne ma retraite, et a priori, elle devrait se faire dans 18 mois. Dans tous les cas, vous voyez, c'est une démarche continue. Alors pourquoi ce parcours? En fait, il y a à la fois la notion de choix et d'opportunité dans le parcours. Les choix, je ne les ai pas forcément faits d'ailleurs. Le premier choix que j'ai fait, c'est la première marche de cet escalier, c'est mon métier. Je pense que ça devait être en seconde que j'ai décidé de faire kiné. Bon, les enseignants me disaient pourquoi tu fais pas prof de maths? C'est vrai que j'étais bonne en maths, mais je dis non, ça ne m'intéresse pas, je vais être kiné. Et à l'époque, je me suis dit, c'est bouché. Alors, je peux vous assurer que c'est pas bouché, et je peux vous assurer que tout le monde galère un peu partout en France pour recruter des kinés. En tous les cas, c'est vraiment le métier que j'ai choisi, c'est ma passion, et elle est toujours aussi importante. Le deuxième choix que j'ai fait, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'UPJV, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se remettre en question, même si on est en fin de carrière. Il faut avoir l'honnêteté de dire on ne sait pas, et il faut avoir l'honnêteté de faire la démarche pour pouvoir accueillir, j'espère, le mieux possible les étudiants. Et puis, il y a eu des opportunités. Les opportunités, c'est que j'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et du coup, les personnalités qui m'ont particulièrement porté dans mon quotidien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est monsieur le professeur Le. Parce que dès le premier jour, quand je suis arrivée, il m'a dit
on va ouvrir une école de kiné, on a besoin de moniteurs. Et du coup, c'est lui qui m'a poussé à faire l'école des cadres. Je n'ai pas fait le choix de faire l'école des cadres. Et ça, je le dis haut et fort, c'est lui qui m'a poussé. Il est bien évident que je ne regrette pas, parce que si je suis aujourd'hui à ce niveau-là, c'est bien parce qu'un jour, il m'a poussé à le faire. Et c'est surtout, il m'a un peu entraîné dans une spirale de réflexion, de performance, de remise en cause et de réussite, qui a fait que j'ai pu donc gravir ces différentes marches. Il y a eu aussi toute l'équipe de médecins de rééducation, et en fait, tous ces gens-là m'ont fait passer de statut entre guillemets de kiné à statut de rééducateur. Quand on est rééducateur, on fait de la rééducation, on fait de la réadaptation, on fait de la réinsertion. Et du coup, c'est le patient qui est au centre du dispositif, et on s'interroge sur son devenir, vous voyez, par plein de questions, au niveau familial, au niveau social, au niveau scolaire, au niveau sportif, etc. Et donc, c'est cette dimension qui fait grandir, et le kiné n'est jamais qu'un maillon dans cette équipe-là. Il faut rester humble quand on est kinésithérapeute. Et ensuite, l'autre personne, c'est M. Jalu. M. Jalu était directeur général adjoint du CHU, et c'est lui en fait qui a accompagné toute la mise en place du projet d'établissement. Le CHU avait été précurseur, puisque la loi hospitalière n'était pas encore sortie, que M. Jalu avait déjà mis en place une équipe de faciliteurs. Et donc, quand j'ai été nommé cadre supérieur de santé, moi j'avais fait ce que j'avais appelé un projet de service, c'est-à-dire un état des lieux, avec les équipes. On avait identifié des axes d'amélioration, on s'était donné des objectifs, et en fait, c'est la définition même d'une démarche qualité. Et donc, le CGLU, à l'époque, m'avait dit, mais j'ai rien à vous apprendre dans le domaine, vous allez venir avec moi, et j'ai donc intégré l'équipe de faciliteurs. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment touché du doigt le rôle de manager avec toutes ces dimensions. Et je peux vous assurer que c'est passionnant. Et du coup, c'est parce que je savais travailler de cette façon que l'Agence régionale d'hospitalisation m'a sollicité pour différents groupes de travail. Et surtout, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis donc coordonnatrice paramédicale d'un centre de rééducation qui est un groupement de coopération sanitaire public-privé. Donc qui associe 3 établissements, le CHU d'Amiens, la clinique Cochet, le centre hospitalier de Corbie, en sachant que seul le centre hospitalier de Corbie et la clinique Cochet ont des lits, et que nous accueillons tous les jours 90 patients sur le centre de rééducation, avec, comme vous voyez, ce qu'on appelle un GTS, c'est que chacun amène quelque chose à cette structure. Donc le CHU a mis à disposition de médecins de rééducation. Le groupe santé Victor Cochet a mis à disposition également de médecins pour son secteur privé, mais également tout le matériel et l'ensemble des kinésithérapeutes, et puis le centre hospitalier de Corbie, les locaux et les autres professionnels. Et en fait, cette structure, c'est ce qu'on appelle structure SSR spécialisée. Alors, je ne vais pas vous décrire le détail, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'en 2008, il y a eu un certain nombre de textes qui sont passés, ce qu'on appelle les décrets de 2008 qui régissent ces structures, et qui nous donnent en fait des obligations de fonctionnement. Des obligations, c'est-à-dire que nous avons 3 spécialités, les affections de l'appareil locomoteur, les affections du système nerveux, les affections des grands brûlés. Et donc pour chacune de ces spécialités, on a un certain nombre de critères de fonctionnement, comme la particularité du médecin coordonnateur, qui est forcément un médecin PR par exemple pour le locomoteur, et qui par exemple pour les brûlés, en plus doit avoir une formation attestée dans la prise en charge des brûlés. Ça nous oblige aussi en infrastructure et équipement, en particulier la balnéothérapie d'isocinétisme pour le locomoteur, par exemple. Ça nous oblige à une certaine équipe pluridisciplinaire qui est définie là encore pour chaque spécialité, kiné, endo, APA, psychomote. Ça nous oblige à avoir des conventions de fonctionnement avec les structures, donc les établissements de santé, soit public privé, mais aussi avec le secteur médico-social. Et puis la circulaire d'octobre va encore plus loin. Elle décrit la notion de prise en charge complexe et intensive, c'est-à-dire au moins 2 heures de rééducation par jour pour chaque patient, au moins 2 professionnels de santé différents et au moins une séance individuelle sur les 2 séances. Et puis en plus des compétences complémentaires, comme faire appel à une vacation de chirurgien orthopédiste ou de neurologue, et puis des moyens matériels extrêmement précis décrits dans le texte, et je vous faire voir quelques photos après. Donc voilà,
quelques photos pour vous illustrer. Ça, c'est l'espace kinésithérapie avec un espace central et tout autour des box individuelles, donc avec tout ce qui est requis donc, dans les clés d'avril 2008, donc tout le matériel d'électrothérapie, physiothérapie, les matériels d'entraînement. Une balnéothérapie, c'est obligatoire. On a 3 bassins de rééducation, dont un bassin de réentraînement. En activité physique, surtout en renforcement musculaire, toutes les machines à charge et à tirage. Par exemple, le secteur d'ergothérapie, entre autres, une cuisine de mise en application pour anticiper le retour à domicile, par rapport à l'équipement prévisionnel, mais aussi les mises en situation avant le retour à domicile. Un secteur de psychomotricité, par exemple, là, sur la motricité dite dynamique, avec les parcours de marche, mais ça n'est pas seulement le rapport. L'isocinétisme, qui est obligatoire par rapport à l'appareil locomoteur en particulier, sur l'évaluation de réentraînement musculaire. Et puis les ergocides qui sont aussi décrits dans les textes. Donc voilà, donc vous voyez, finalement, il y a 41 ans, j'étais entre guillemets juste kiné, entre guillemets, et voilà jusqu'où j'ai pu aller. Et là encore, grâce à beaucoup de monde tout autour, qui n'est pas fait tout seul, bien évidemment. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc je suis Erwan Stéphane Blanchard, enseignant ici au sein de la formation et chercheur également, puisque notre métier c'est enseignant-chercheur. Donc juste rapidement, moi je suis donc maître de conférence, je travaille au laboratoire Peritox qui se situe à l'hôpital Sud ici, et ma spécialité c'est la neurophysiologie chez le nouveau-né prématuré. Donc plus précisément, on étudie l'impact de facteurs environnementaux, par exemple l'environnement thermique, les champs électromagnétiques, les pesticides, tout ce genre d'agents physiques ou chimiques de l'environnement, sur l'interaction des fonctions neurovégétatives chez le nouveau-né prématuré. En gros, on étudie comment certaines fonctions essentielles du nouveau-né, le sommeil, la fonction cardiovasculaire, la respiration, interagissent entre elles et permettent le bon développement des nouveau-nés prématurés dans les services de néonatologie. Le but ici, c'est de vous parler de mon parcours, mais pas pour parler de moi évidemment. Mon parcours, on va dire, est un bon exemple de situations qui sont très variables, qui sont très changeantes, un petit peu à l'image de ce qui vous a été présenté jusqu'avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parcours type, ni de parcours définitif. Au final, on peut toujours évoluer ou changer. Je vais commencer par une question. Est-ce que vous avez regardé le débat des primaires de la droite hier ? Quelle que soit votre préférence politique, un petit peu de culture est toujours du bien. Je dis ça parce qu'hier, il y a un ou plusieurs candidats qui ont proposé de réformer le collège. Et en réformant le collège, ils ont proposé notamment de mettre fin au collège commun à tout le monde et de créer des collèges permettant une orientation dès l'âge obligatoire, dès l'âge de 11 ans, dans une spécialité professionnelle. Ce qui veut dire qu'ils obligeraient les enfants de 11 ans à avoir déjà un avis sur leur carrière professionnelle plus tard. Vous imaginez la chose ? Je vous dis ça parce que moi, jusqu'à 25 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'aurais été un petit peu mal en point à ce moment-là, et j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que la plupart d'entre vous avez une idée peut-être de l'orientation que vous allez vous donner, du profil que vous allez adopter grâce à vos études, mais certainement pas du métier concret que vous allez réaliser plus tard. C'est exactement mon cas, et vous allez voir que l'illustration de mon parcours représente bien ce problème-là. La question que vous devez vous poser, évidemment, c'est comment fait-on pour accéder au marché de l'emploi, obtenir un métier, et puis la formation que vous réalisez aujourd'hui, que ce soit en licence ou en master, enfin ceux que nous dispensons ici au sein de la formation, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter justement pour accéder à cet emploi? Alors comment faire pour accéder au marché de l'emploi? Je ne pourrais pas répondre à la question, parce que d'une, je ne pense pas que j'ai l'expérience nécessaire pour vous en parler, et deux, parce que c'est très individuel comme démarche. En revanche, je peux vous parler de ce que la formation peut vous apporter, et je vous illustrerai évidemment avec mon parcours. La première chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il y a quelques années, si j'ai bon souvenir, il y a quelques institutions qui s'occupent de l'emploi des cadres qui avaient démontré deux choses qui étaient très intéressantes. La première, c'est que globalement, tous les employés, tous les salariés, en tout cas en France, qui sont de niveau cadre, n'utilisent que entre 15 et 20% des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur formation.
Ça vous donne une idée de ce que vous utiliserez plus tard. Et la deuxième, c'est que seuls 10% des gens sont recrutés réellement sur la base du profil qui est donné dans les emplois qui sont édités, par exemple sur Pôle emploi ou dans les missions qui sont données. Ce qui fait qu'au final, c'est plus votre culture générale, votre culture scientifique, votre culture technique, vos connaissances, vos compétences personnelles, et puis votre personnalité qui vous amènera à votre futur emploi. J'ai la prétention de penser que c'est ce qui m'a amené à l'emploi actuel, qui me satisfait, donc c'est finalement le plus important. J'ai eu mon bac en 2000. J'ai fait un bac scientifique. À l'époque, c'était spécialité sciences et vie de la Terre. Et ensuite, j'ai fait un DUT génie biologique. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles j'ai fait ce parcours. J'ai fait ce parcours parce que ma sœur avait fait la même chose. À l'époque, c'est ridicule, hein, mais on fait tous des choix plus ou moins ridicules à un moment donné. Il se trouve qu'à l'époque, dans un lycée plutôt rural dans lequel j'étais, on n'était même pas mal informés. On n'était pas du tout informés des possibilités, de toutes les possibilités qui existaient concernant les poursuites d'études. On ne faisait donc que ce qu'on connaissait déjà. Ce que je connaissais déjà, c'est ce que ma grande sœur avait fait. Du coup, j'ai fait un DUT génie biologique, beaucoup de biologie cellulaire, beaucoup de biologie moléculaire, et surtout beaucoup de microbiologie. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je m'en suis bien sorti, mais je n'ai pas trop aimé. J'ai la chance de pouvoir toujours me plaire dans ce que je fais. Voilà, il y a des gens qui font ce qu'ils font parce que c'est leur choix. Il y en a d'autres qui ne savent pas trop quoi faire, qui se retrouvent dans une situation et qui apprennent à apprécier cette situation. C'est mon cas. J'ai de la chance. À l'issue de ce DUT génie biologique, mon objectif c'était de rester dans le monde de la santé, relatif à la biologie, biologie santé. Malheureusement pour moi, à cette époque-là, n'existait pas de licence spécifique et dédiée aux sciences pour la santé, comme peut l'être la licence BHTS ou la licence CCE actuellement. Du coup, je suis arrivé ici, dans cette formation. À l'époque, c'était sous la forme d'un IUP, donc Institut Universitaire Professionnalisé. J'ai donc réalisé la licence et la maîtrise de la formation MACET, Management, Santé, Sécurité, Environnement au Travail. Formation que j'ai appréciée, puisque c'est ma nature, mais qui ne m'attirait pas particulièrement, en tout cas en termes de réalisation professionnelle sur le long terme. Malgré tout, puisque ça va en intéresser certains, à cette époque-là, j'avais fait mon stage final en maîtrise, c'était un stage sur les atmosphères explosives dans une centrale nucléaire. Ça revêtait donc une certaine importance. Mais malgré ça, c'était pas quelque chose qui me tentait énormément. Et donc, pour souligner un petit peu ce qui vous a été dit précédemment, j'ai eu la chance de rencontrer une personne que vous jugez probablement terrifiante, mais moi admirable, Frédéric Tellier, qui, au vu de la réussite que j'avais en master, en maîtrise à cette époque-là, Bac plus 4, m'a proposé de poursuivre en master, mais sur un sujet qui n'a presque rien à voir, puisque le but c'était de faire un master recherche, dont l'objectif était de réaliser un stage de recherche sur les effets, sur les propriétés musculo-tendineuses, donc des ligaments et des tendons au niveau du poignet. Donc ça reste dans une problématique de troubles musculo-squelettiques, et au final, au cours de ce stage, on a créé, développé et validé un système qui permettait d'évaluer ces aspects musculo-tendineux au niveau du poignet. Et ensuite, comme ce stage avait bien fonctionné, il m'a proposé de continuer en thèse. Sauf que la thèse portait évidemment sur les régulations neurophysiologiques chez le nouveau-né prématuré. Vous voyez, on peut demander aux gens, sans aucune connaissance préalable, de travailler sur un sujet. Au final, ce n'est pas tant les compétences et les connaissances qui comptent que le travail qu'on fournit pour s'adapter aux missions qui vous sont demandées. Et donc, je me suis inscrit en thèse, j'ai réalisé une thèse sur ce sujet, et en l'occurrence, à ce moment-là, j'ai étudié les effets du tabac, c'est-à-dire l'exposition tabagique in utero sur le développement de ces fonctions chez les nouveau-nés prématurés. À l'issue de cette thèse, j'ai réalisé une année d'ATER. ATER, c'est A-T-E-R, c'est attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche. Ça correspond globalement à un CDD d'enseignant-chercheur. Le but était d'attendre la création d'un poste, ici sur Amiens, poste auquel j'ai pu accéder l'année directement après, et donc devenir enseignant-chercheur, maître de conférences des universités. Je voudrais juste, pour finir, encore une fois souligner ce qui vous a été dit avant. Je considère qu'effectivement, pouvoir s'insérer professionnellement,
réussir d'une manière générale dans la vie, c'est toujours la rencontre de deux événements, hein, comme ça vous a été dit avant, c'est-à-dire des opportunités et puis un peu de talent et de travail qui va avec, évidemment. L'idée est toute simple, hein. Si des emplois se présentent à vous, mais que vous n'êtes pas prêt, vous ne pourriez pas y accéder. Être prêt, je veux dire, avoir les connaissances et les compétences suffisantes pour répondre à cet emploi. Et puis l'inverse est vrai également. Si vous avez les connaissances, les compétences, la rigueur dans le travail, mais que vous n'avez aucune opportunité, eh bien vous n'aurez toujours pas de travail. Je vous souhaite donc un peu de chance. Moi j'ai un peu un parcours différent. Puis je pense qu'au bout du troisième témoignage, si je vous parle que de mon parcours, je vais perdre tout le monde. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est pas forcément de vous concentrer sur mon parcours, mais plus de vous concentrer sur les différentes étapes que j'ai eues dans mon parcours. Moi j'étais à votre place il y a 2 ans, je suis de la promo 2014, et moi j'ai fait MACET. J'ai un parcours un peu chaotique, mais après le témoignage d'Erwan, je me rends compte que je suis pas le seul. En fait, moi, j'ai pas fait médecine, mais j'ai fait, avant le MACET, j'ai fait l'école de commerce d'Amiens. Donc le truc n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait après. J'ai fait l'école de commerce d'Amiens et j'ai un premier master en RH. Donc le truc vraiment rien à voir. Et en fait, quand j'ai fini mon master, en deuxième année de master, j'ai fait une alternance chez Valeo, pour qui je travaillais et pour qui j'avais la charge de gérer tout ce qui était mission de motivation et d'implication du personnel. Donc en fait, c'était une mission qui était rattachée au RH et qui m'a entraîné à faire un petit peu de sécurité par le hasard de la chose, parce que finalement, si la sécurité n'est pas là, nos salariés ne sont pas motivés ou ils ne sont pas impliqués. Et en fait, moi j'ai découvert le sujet de MACET, la sécurité sur le terrain. Et tout ça pour vous dire qu'on a tous des parcours un peu chaotiques, on a tous des échecs à un moment donné. Moi, mon bac, je l'ai eu à 10,2. Je n'étais pas forcément une tête, j'étais plutôt le mec qui était en fond de classe. Et on a tous eu des échecs ou des choses qu'on peut penser être des échecs, mais il faudrait juste garder en tête qu'il faut rebondir. Que le plus important, c'est pas l'échec qu'on vient d'avoir, mais c'est plutôt la façon derrière la façon dont on va rebondir derrière. Moi, j'ai été diplômé de Sup de Co en 2013. Et en fait, je me suis senti un peu plus fort que tout le monde. Je me suis dit, je m'en fous, je sors d'école de commerce, je suis meilleur que tout le monde, je vais trouver un job en sécurité. Sauf que moi, j'y connaissais que dalle. Je suis rendu compte que les premiers mois que je suis arrivé chez MACET, on m'a parlé de documents uniques, ça va peut-être faire rigoler ceux qui sont en MACET. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Mais je ne savais pas ce que c'était. D'ailleurs, je remercie mes collègues de ne pas se penser foutu de ma gueule à ce moment-là. Mais voilà, le truc de base, je ne savais pas ce que c'était. Par contre, je suis arrivé, quand je commençais à voir que je ne trouvais pas de boulot, je suis allé sur internet, je me suis dit bon, je vais faire un deuxième master. Et je suis tombé par hasard sur le MACET, j'habitais à Amiens. Je me suis dit je vais aller là-bas. J'ai toqué dans le bureau de M. Tellier et il m'a ouvert. Je suis allé au bluff. En fait, je suis allé au bluff. Donc, Madame Moreau, je crois que vous étiez au courant, parce que j'étais allé voir Madame Moreau avant et je lui ai dit voilà, vous ne me connaissez pas. Par contre, moi, je suis motivé, j'ai envie de faire le master. Et voilà, je voudrais intégrer le master. Et lui, il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu as un master, mais tu vas commencer en licence 3. Sauf que moi, ça ne m'intéressait pas. J'étais pas vieux, hein, j'avais que 25 ans. Mais moi, me retaper 3 ans d'études, non, c'était pas la peine. Du coup, je lui ai dit, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une seule année. Il m'a dit, si tu veux, et pendant la seule année, tu fais licence 3, master 1, master 2. Et j'ai dit oui. J'ai dit ok. Et il s'est passé quoi la rentrée, 3 jours, je suis allé voir M. Tellier, Madame Moreau peut-être, je ne sais plus lequel des deux. J'ai dit ouais mais ça va pas, j'ai des cours qui tombent en même temps. Il dit ça c'est pas un problème. Et donc voilà, et en fait j'ai fait l'année comme ça. J'ai fait l'année comme ça, en prenant des cours, en rattrapant des cours. Merci à Nord de taper les cours. Et voilà, et j'ai eu mon master. Moi j'ai pas eu une note bien folichonne, mais je l'ai eu. Donc voilà, encore une fois, croyez en vos projets. C'est pas parce qu'on galère à trouver des boulots pour certains, c'est pas parce que vous avez fait médecine, parce que je sais que les parcours chaotiques plutôt c'est de faire médecine et après la première année de se retrouver ici. C'est pas parce qu'on a tous eu des parcours différents, mais c'est pas pour autant qu'à la fin ça va pas le faire. Croyez en vos projets et surtout croyez en vous. Parce que si le jour où je suis allé taper dans le bureau de M. Tellier, je croyais pas en moi, aujourd'hui j'aurais pas eu le début de carrière que j'ai eu. Moi j'ai eu un stage de fin d'études, donc là, en MACET,
j'ai intégré l'entreprise Suez Environnement, pour qui j'ai travaillé sur le fameux document unique. Maintenant, je savais ce que c'était. Et j'ai fait un premier stage. À la fin de mon stage, j'ai eu 2 CDD. Et à la fin de mes 2 CDD, j'ai eu un CDI. Et j'ai également eu, depuis, ça fait 2 ans que je suis chez Suez, j'ai eu des stagiaires et des alternants. Et j'aimerais juste, alors je ne suis pas forcément plus vieux que vous, mais juste vous dire un truc, c'est que quand vous êtes en stage ou quand vous êtes en contrat d'apprentissage, putain, sortez les crocs, quoi. Allez-y, vous avez 6 mois, 3 mois, 1 an et demi si c'est des alternances. Si on vous demande de faire des choses, même si ce n'est pas dans l'émission initiale, allez-y, montrez que vous avez envie, montrez que voilà, finalement, il y a 4 stagiaires, s'ils doivent en garder qu'un, il n'y a que vous, quoi. C'est hyper important. Parce que moi, derrière ce stage, j'ai eu mon CDD. Derrière ce CDD, j'ai eu mes CDI. Et voilà, je pense que le stage, c'est le début de la vie professionnelle. Et je pense qu'il y en a, moi le premier, je n'avais pas forcément conscience au début. Il faut que vous ayez conscience de ça, parce qu'après, ça va hyper vite. Et finalement, le début de votre CV, c'est quoi? C'est vos stages. Et même si vous savez dès le début que vous ne serez pas embauché, n'oubliez pas que dès que vous allez candidater, la première chose que le gars il va faire, il va appeler votre tuteur. Il va dire, et lui et elle est comment? Et si vous avez merdé, parce que de toute façon vous s'en foutez, vous savez qu'il fallait faire les 6 mois, il fallait valider, et que derrière, de toute façon je ne serai pas embauché, lui il n'hésitera pas à le dire. Donc faites attention à ça, soyez investis dans vos stages, soyez investis dans vos contrats de professionnalisation, parce que finalement, c'est ça le début de votre carrière, et c'est ça que vous allez mettre en avant au début de votre carrière. Moi je voulais juste, je ne sais pas combien de temps, on m'a dit 10 minutes, je ne sais pas si ça fait longtemps ou pas, je voulais juste remercier l'ASSO, parce que moi je suis issu d'une école de commerce, et les assos des anciens c'est quelque chose qui dure depuis 30 ans, 40 ans, on a même des catalogues comme ça avec des noms, on ne sait même plus qui c'est, mais c'est hyper important. C'est hyper important parce que finalement, et là je rejoins un petit peu les 2 premiers témoignages, et c'est notamment quelque chose que vous avez mis dans votre diapo, madame, c'est que des fois il suffit juste d'être au bon endroit ou à la bonne personne, ou il suffit juste d'appeler la bonne personne au bon moment. Et ça, une démarche comme vous faites, et des journées comme on fait aujourd'hui, c'est hyper important. Alors je sais que peut-être qu'il y en a, ils auraient préféré rentrer chez eux ce soir, aller à Saint-Leu, ou je sais pas, mais peut-être manger le buffet qui nous attend. Mais n'oubliez pas que finalement, nous les anciens, on est aussi là pour vous accueillir, mais à un moment donné, il faut savoir que vous êtes en besoin. Les différents besoins que moi j'ai eu d'étudiants, je suis venu les chercher ici en Massette, et c'est une démarche normale pour nous, d'accord? Mais à vous de venir vers nous, on ne va pas non plus venir vous chercher, quoi. Donc développer cette culture, développer ce réseau. Juste pour une dernière explication par rapport à mon parcours. Moi, quand je suis arrivé en stage chez Suez, mon directeur régional, il m'a pris un petit peu sous son aile. C'est lui qui a cru en moi. À un moment donné, il a senti un truc et il a cru en moi. C'est grâce à lui que j'ai eu mon CDD et c'est grâce à lui que j'ai eu mon CDI. Aujourd'hui, ce mec-là, il a quitté Suez. Il est parti dans une autre boîte qui s'appelle KP1. C'est une boîte qui travaille dans le BTP, dans la partie industrielle. Aujourd'hui, il est directeur national, d'accord? Il est directeur national de la prévention. Il m'a appelé il y a 3 mois, il m'a dit, voilà, on crée un poste, Steven. On crée un poste et moi, j'ai besoin d'un bras droit. À 27 ans aujourd'hui, je suis directeur adjoint du directeur national de la prévention chez KP1. Et ça, c'est le réseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, ça s'est bien passé avec ce mec-là. Et derrière, j'ai réussi à faire mes preuves et le réseau a fait que ça a marché. Donc croyez à l'assaut des anciens, aidez-les parce que c'est pas facile le boulot qu'ils font. Et pour le moment, ils sont tout seuls. Venez au rendez-vous qu'ils font, venez discuter avec nous. Moi, j'ai que 2 ans de plus que vous pour la plupart. J'ai 2 ans de plus de carrière que vous et je suis sûr que je peux vous aider déjà dans plein de choses. Et ça, il faut que vous veniez vers les anciens et il faut que vous veniez discuter avec nous. D'accord? Après, voilà, y en a qui vont galérer, il y en a qui auront un petit peu plus de chance, comme moi j'ai eu de la chance. Mais n'oubliez pas un truc, c'est que pour être en haut, il faut du temps. Par contre, pour tout perdre, il suffit juste de foirer une fois. D'accord? Donc voilà, après, je voulais pas passer l'ambiance, mais voilà, je pensais que plus que mon parcours, ce qui est important, c'est de savoir les étapes qu'on a à passer pour construire ce parcours-là. Des petites choses qui font que ça tombe du bon côté ou du mauvais côté, mais ces choses-là, il faut aller les chercher. Donc si vous galérez, c'est pas grave, continuez à galérer. À un moment donné, ça va payer.
Mais par contre, jouer sur toutes les pistes. Par exemple, je suis hyper présent sur tout ce qui est Viadeo, LinkedIn, sur les CVTech, genre APEC, tout ça. Je sais pas si ça parle aux gens. C'est une culture un peu que j'ai eue en école de commerce, que j'ai pas forcément retrouvée chez tout le monde à la fac. Pourtant, allez sur ces sites-là, mettez à jour votre page, suivez-la, rajoutez un maximum de personnes, vous les connaissez pas, on s'en fout, vous les rajoutez. Par contre, allez pas rajouter, des personnes qui n'ont pas de rapport avec votre parcours. Allez rajouter des personnes, ben moi, dans mon cas, des préventeurs. J'ai 600 ou 700 personnes sur ma page, j'en connais même pas 100. Par contre, sur les 600 que je connais pas, il y en a déjà plein qui sont venus rentrer en contact avec moi. Il y en a, ils essaient de me vendre des trucs, ben eux... Mais à côté, il y en a plein qui sont venus me voir, qui sont allés un petit peu doser, voir si, quel était réellement mon parcours, si j'étais en train de rechercher du boulot et tout. Et franchement, ça marche. Ça marche. Mettez votre CV sur l'APEC. Mais mettez pas juste, je m'appelle Steven Cazorla, j'ai fait ma 7 et je cherche un emploi en tant que préventeur. Détaillez ce que vous avez fait, vous avez des bons stages. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est un bon cursus ce que vous faites. Il y a de la valeur ajoutée, il suffit juste de le marquer, il suffit juste de savoir le vendre, il suffit juste de savoir se vendre à un moment donné. Et ça fait partie des outils aujourd'hui qui marchent de plus en plus. Et juste un dernier truc, moi mon Facebook, c'était un truc de fou jusqu'à il y a 2 ans. Il y avait toutes mes bringues dessus, il y avait tout en public, tout le monde pouvait voir tout. N'oubliez pas un truc, pour en avoir parlé souvent avec les RH, le premier truc qu'ils font quand ils reçoivent un CV, c'est qu'ils tapent votre nom sur Google. D'accord? Donc faites attention à ce que vous mettez sur Internet. Faites attention à ce que vous mettez sur Facebook. J'en sais rien, refaites un Facebook, professionnel, où là c'est un petit peu plus, vous mettez les infos qui vous intéressent ou que vous voulez qu'on sache sur vous. Bloquez tout ce qu'il ne faut pas savoir, parce que ça, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Donc voilà, je ne sais pas si mon intervention elle a pu vous aider, j'ai essayé de vous donner 2-3 trucs, mais faites attention, c'est encore une fois, c'est les petits détails qui feront que ça tombera du bon côté ou ça tombera du mauvais côté. Voilà, bon appétit. Je tiens juste à vous préciser que la prochaine rencontre qui se fait dans ce style-là, ce sera le 2 février. Donc s'il vous plaît, faites passer l'info, mettez-le dans votre agenda, bouclez tout votre week-end rien que pour ça, parce qu'il y aura vraiment du monde. Il y aura pour les filles qui sont venues aujourd'hui, on aura quelqu'un qui sera là la prochaine fois. Elle a dû désister au dernier moment, mais elle sera là. Donc je sais pas, j'en ai vu quelques-uns. On pense à vous, on ne vous oublie pas, il y en aura. Il y aura encore des maquettes, il y aura encore des BH, plus du niveau professionnel, pas tout ce qui est enseignement, plus au niveau labo privé. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir le 2. Après, j'ai quelques infos à vous redonner, plus au niveau de l'assaut. On va lancer à partir de lundi les inscriptions pour le voyage en Angleterre. Donc, il n'y a que 45 places. 42 € pour les adhérents de l'association, 55 pour les externes de l'association. Donc, et l'adhésion à l'assaut peut se faire tout de suite, là, maintenant, pour 5 €. Ah bon. Sinon, je voulais aussi vous dire que si vous avez des petites infos, des remarques à nous faire par rapport à ce genre d'événement, les idées que vous pouvez avoir pour l'assaut, pour les prochaines rencontres, ou même nous filer des mots par rapport à bah, moi je pense à telle personne qui pourrait venir parce qu'elle a tel parcours, ça pourrait être intéressant pour les étudiants. On vous a mis sur la petite table une feuille pour que vous puissiez écrire toutes vos idées. Même n'hésitez pas à venir me voir pour en parler, ou même aux autres membres de l'asso, il n'y a pas de souci, on est là pour vous écouter. Sinon, il y a aussi le Rayon Vert, donc c'est un magasin bio qui est juste derrière le B3, qui nous a offert les ingrédients pour qu'on puisse, nous, membres de l'asso, vous cuisiner ce qui vous attend sur le buffet. Donc bon appétit. Merci. Bien la tasse. On a un petit animateur, il n'a pas aimé, mais c'est un tout jeune étudiant et il fait de la magie. Donc je vais passer parmi vous pour vous faire quelques tours de cartes et franchement, vous pouvez Tu penses à quoi?